libération roumaine des années 30, menée par Mircea Eliade, le futur grand historien des religions, le reconnaît d'emblée comme l'un des siens. Mais Cioran est déjà loin. Ayant obtenu une bourse, il part étudier en Allemagne, à Berlin d'abord, puis à Dresde, et enfin à Munich. Il assiste à l'installation de la dictature hitlérienne. Il voit les autodafés, les pogroms de la nuit de cristal, les grands rassemblements nazis. Et le futur sceptique s'enthousiasme. Correspondant de l'hebdomadaire roumain d'extrême droite Vremea, Le Temps, il loue le style de vie du nazisme, son héroïsme, son mysticisme. Il applaudit à la liquidation des SA pendant la nuit des longs couteaux. Il écrit enfin « Il n'y a pas d'homme politique dans le monde d'aujourd'hui qui m'inspire plus de sympathie et d'admiration que Hitler ». De retour dans son pays en proie à une crise politique permanente, Cioran publie un livre nationaliste, La transfiguration de la Roumanie, qui contient des chapitres antisémites. Tout en louant dans les Juifs le peuple le plus intelligent, le plus doué et le plus insolent du monde, il écrit aussi « Nous devons comprendre une fois pour toutes que les Juifs ne sont pas intéressés à vivre dans une Roumanie forte et consciente d'elle-même. » Mais Cioran n'est pas un activiste. C'est un exalté qui s'enthousiasme pour la garde de fer, un étrange mouvement fasciste mais aussi mystique. Son leader, Codreanu, le capitaine, veut opérer une régénération morale de la Roumanie. Mais contrairement à Mircea Eliade et à la majeure partie de la jeune intelligentsia roumaine, Cioran n'adhérera jamais au mouvement légionnaire. Dans un texte retrouvé après sa mort, sans doute écrit dans les années 50, Cioran fera son autocritique. Je m'y connais en obsession. J'en ai éprouvé plus que quiconque. Je sais quelle emprise une idée peut avoir sur vous, jusqu'où elle peut vous mener, entraîner, terrasser, les dangers de folie auxquels elle vous expose, l'intolérance et l'idolâtrie qu'elle implique, le sans-gêne sublime auquel elle vous oblige. Ainsi, il m'advint bien avant la trentaine de faire une passion pour mon pays, une passion désespérée, agressive, sans issue, qui me tourmenta pendant des années. Mon pays. Je voulais à tout prix m'y accrocher et je n'avais pas à quoi. Je ne lui trouvais aucune réalité, ni dans le présent, ni dans le passé. Je le voulais puissant, démesuré et fou, comme une force méchante, une fatalité qui ferait trembler le monde, et il était petit, modeste, sans aucun des attributs qui constituent un destin. Une espèce de mouvement se constitua vers ce temps-là qui voulait tout réformer, même le passé. Je m'y crus sincèrement un seul instant, mais ce mouvement était le seul indice que notre pays pût être autre chose qu'une fiction. Et ce fut un mouvement cruel, mélange de préhistoire et de prophétie, de mystique de la prière et du revolver, et que toutes les autorités persécutèrent et qui cherchaient à être persécutées. Car il avait commis la faute inexpiable de concevoir un avenir à ce qu'il n'en avait pas. Tous les chefs en furent décapités, leurs cadavres furent jetés à la rue, ils eurent, eux, un destin, ceux qui dispensaient le pays, lui, d'en avoir un. Ils rachetaient leur patrie par leur démence, car ce furent des martyrs sanguinaires. Nous, les jeunes de mon pays, vivions d'insensés, c'était notre pain quotidien. Placés dans un coin de l'Europe, méprisés ou négligés par l'univers, nous voulions faire parler de nous. Faire de l'histoire, c'était le mot qui revenait sans cesse sur nos lèvres, c'était le maître mot. J'écrivis à l'époque un livre sur mon pays. Peut-être personne n'a attaqué le sien avec une violence pareille. Ce fut l'élucubration d'un fou furieux. C'était comme l'hymne d'un assassin ou la théorie hurlante d'un patriote sans patrie. J'avais soif d'inexorable. C'était le bon temps. Je croyais au prestige des passions malheureuses. J'adorais l'épreuve. Le fait